Merci Corinne. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Venisse, je suis pharmacien, biologiste. Je travaille dans un service de toxicologie au CHU de Poitiers et je suis aussi dans une équipe de recherche qui s'intéresse à la santé environnementale et aussi à l'exposome, dont on parlera un peu plus loin. Cette équipe de recherche, c'est l'équipe Interaction Homme-Environnement-Santé. Elle dépend d'une UMR-CNRS qui est l'UMR EBI pour écologie, biologie des interactions. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui à présenter ces définitions de la santé environnementale et les enjeux qui y sont liés. Alors, pour commencer, quelques définitions avec la définition de la santé environnementale. Donc, elle est issue de l'OMS en 1994 à la suite d'une conférence européenne sur l'environnement et la santé. Et donc, cette définition est la suivante. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Vous voyez que cette définition considère que notre santé est affectée par le monde qui nous entoure, le climat dans lequel nous vivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, ont un impact sur notre santé. Et que l'interprétation de cet environnement se fait vraiment au sens large, puisqu'il va même jusqu'à recouper les aspects sociaux, psychosociaux et esthétiques. Alors cette définition de la santé environnementale, elle s'appuie sur le concept des déterminants de santé et les intègre, les déterminants de santé tels qu'ils ont été définis par exemple par Whitehead et Dahlgren en 1991, qui distinguent ainsi 5 classes de déterminants qui sont imbriqués les uns dans les autres selon une logique spatiale allant de l'individu aussi, micro, jusqu'aux extrémités, le macro, l'environnement général. Donc cette définition reconnaît que ces diverses composantes, ces divers déterminants peuvent influencer le fonctionnement de notre organisme et que ces déterminants sont majeurs et qu'ils sont aussi modifiables. Alors vous voyez la complexité des interactions entre les différents déterminants de santé qui impliquent de faire appel à des disciplines très variées en santé environnementale qui vont aller finalement de la biologie jusqu'à la sociologie pour développer une approche systémique et interdisciplinaire. Alors en France, la santé environnementale, elle a été introduite dès le premier PNSE. PNSE, c'est le Plan National Santé Environnement, qui date de 2004, et puis elle a été déclinée par la suite dans les plans suivants en 2009, 2015 et 2021. Et vous voyez qu'ici, sur le PNSE 3, on a aussi introduit la notion d'exposome, dont on va parler un peu après, et ainsi aussi dans le dernier plan, là, le concept de une seule santé, ou One Health, que je vais vous présenter dès maintenant. Donc ce concept de One Health, une seule santé, a été initié par des vétérinaires à la suite de l'émergence des zoonoses qui sont survenues ces dernières années. C'est un concept qui est soutenu à la fois par l'OMS, la FAO et puis également l'Organisation mondiale de la santé animale, qui reconnaît que la santé animale et la santé humaine sont interdépendantes et sont liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. C'est une approche qui est intégrée et unificatrice, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. C'est également une approche multidisciplinaire qui peut faire appel à des biologistes, des médecins, des écologues, qui va permettre de favoriser le bien-être et lutter contre les menaces qui pèsent sur la santé et les écosystèmes, tout en répondant aux besoins collectifs d'une alimentation, d'une eau, d'une énergie et d'un air sain. Tout ça en agissant sur le changement climatique et en contribuant à un développement durable. Vous avez aussi le concept, ici en bas, d'Eco-Health, introduit la même année, cette fois-ci initié par des chercheurs en santé des écosystèmes, qui
recoupe un peu les mêmes éléments et qui est beaucoup moins développé que le concept One Health qui prend finalement toute la place actuellement. Très récemment a également été initié le concept de Planetary Health ou santé planétaire. Donc ça, c'est un concept qui a été initié par des chercheurs en santé publique et le manifeste a été publié dans une revue très prestigieuse, là, la revue du Lancet. Et donc, je cite la définition telle qu'elle est définie par les auteurs. La santé planétaire, c'est une attitude à l'égard de la vie et une philosophie de la vie. Elle met l'accent sur les personnes et non sur les maladies, et sur l'équité et non sur la création de sociétés injustes. Donc l'objectif, c'est bien de parvenir au niveau de santé, de bien-être et d'équité le plus élevé possible à l'échelle mondiale, en portant une attention soutenue aux systèmes humains, politiques, économiques et sociaux qui façonnent l'avenir de l'humanité et au système naturel de la Terre qui fixe les limites environnementales dans lesquelles l'humanité peut s'épanouir en toute sécurité. Voilà pour les définitions. Alors pour essayer de synthétiser tout ça, c'est une tentative. On utilise, nous, dans notre équipe, cette représentation qui part ici, pas pointée, c'est dommage, qui part ici de l'individu vers la santé publique, la santé globale, puis le concept de One Health qui recoupe la santé de la faune, de la flore et des écosystèmes, et enfin la santé planétaire. Autre notion très importante, c'est la notion d'exposome. Alors l'exposome, c'est le complément du génome pour les facteurs environnementaux. Vous savez que le séquençage du génome était censé apporter des réponses sur l'étiologie et l'origine de toutes les maladies. Bon, le résultat n'est pas si convaincant que ça, et donc il y a sans doute dans l'émergence des maladies une composante environnementale qui est majeure et qui va donc être adressée par cette mesure de l'exposome. Alors l'exposome, c'est les expositions environnementales tout au long de la vie à partir de la période prénatale. C'est donc un concept très ambitieux qui permet de prendre en compte l'historique de toutes les expositions subies par un individu au cours de sa vie, qu'elles proviennent de sources qui peuvent être externes. Alors vous avez ça sur le schéma en vert et en bleu. Vous avez l'environnement externe général, en bleu l'environnement externe spécifique qui va comprendre par exemple la pollution chimique, les radiations, l'alimentation, et qui va aussi intégrer les sources internes constituées par exemple l'inflammation, les infections, le microbiome. Et ce concept d'exposome, c'est un concept très important car ça fournit un cadre qui va permettre d'étudier les facteurs environnementaux de la santé et de la maladie, les expositions externes auxquelles on est exposé, pardon. On va donc retrouver tout ça au niveau interne. Ça va provoquer des modifications de l'épigénome, du transcriptome, du protéome, du métabolome. Une réponse biologique, donc, qu'on va pouvoir lier, dans certains cas, à un effet sur la santé. Alors, les enjeux de la santé environnementale. Alors, les enjeux, le premier enjeu, à mon sens, c'est qu'il y a une exposition de la population qui est assez universelle. Les études qu'on appelle des études de biomonitoring ou de biosurveillance en bon français confirment cette exposition de la population générale. Vous avez ici cette exposition générale qui est objectivée dans l'étude Esteban, que vous connaissez peut-être. C'est une étude en population générale qui a été menée en 2014 et 2016, qui a étudié l'imprégnation de la population française à divers polluants chimiques. Vous avez ici les herbicides, les pesticides organophosphorés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les polychlorobiphéniles, les dioxines, les furanes, les organochlorés, les bisphénols, et puis des métaux comme le mercure, le cadmium et le plomb. Si on regarde
ces résultats un peu plus en détail. Si on regarde par exemple les résultats ici chez les enfants, donc c'est la classe d'âge de 6 à 17 ans, il s'agit ici de données concernant les polluants non persistants, qui sont les bisphénols, les parabènes et les phtalates. Donc on voit par exemple que dans la classe des bisphénols, qui sont donc des plastifiants qu'on va retrouver dans tous les objets en plastique, on a des fréquences de détection qui sont de l'ordre de 100%, à la fois pour le BPA, qui était le composé princeps commercialisé pour fabriquer les plastiques, et qui, suite aux actions de régulation au niveau européen, a été pas tout à fait interdit, mais en tout cas, son usage est aujourd'hui très restreint. Donc ce BPA a été remplacé par le BPS et le BPF, et on voit qu'on a déjà une exposition assez universelle à ces substituts du BPA qui ont des structures chimiques qui sont assez proches du BPA et qui ont aussi des propriétés finalement assez proches en raison de cette similarité chimique. Quand on regarde au milieu la classe des parabènes, la parabène c'est des conservateurs qu'on va retrouver dans les cosmétiques beaucoup, dans certains médicaments, qu'on va retrouver aussi dans l'alimentation, pour une plus faible part. On voit qu'on a également une exposition très importante pour surtout un des représentants qui est le méthylparabène, qui est le composé le plus utilisé au niveau industriel. Et puis, on a des choses à peu près équivalentes là, à droite, avec les phtalates, avec des fréquences d'exposition qui varient, qui tournent autour de 100% pour ces phtalates, qui sont aussi des plastifiants qu'on va retrouver dans les objets du quotidien. Quand on regarde quand même un peu plus en détail ce qui se passe dans chaque famille en termes de concentration, si on regarde par exemple dans ce tableau les résultats du BPA, on voit qu'on a quand même des variations de l'exposition entre les sujets. Il y a 500 enfants là, qui ont participé à cette étude. On voit que les concentrations varient quand même quasiment d'un facteur 10 à 0,9 microgrammes par litre dans le 10e percentile jusqu'à 7 dans le 95e percentile. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est l'exposition de la population. Le deuxième enjeu, c'est des enjeux plutôt toxicologiques. La toxicologie a besoin d'évoluer, car ce n'est pas que la dose qui va faire le poison. Il faut que la toxicologie s'intéresse aux faibles doses, aux effets cocktails, aux cibles vulnérables et au temps long. C'est ce qu'on va détailler un peu sur les diapos suivantes. La toxicologie des faibles doses, c'est quelque chose qui est toujours très contesté. Souvent on dit oui, les concentrations de bisphénol A sont très faibles dans les urines et ne provoquent probablement aucun effet. On sait tous que le système endocrine répond lui-même à de faibles concentrations. Les hormones naturelles que l'on va mesurer dans le sang, les hormones telles que l'estradiol ou les hormones thyroïdiennes par exemple, agissent à des concentrations qui sont très faibles, de l'ordre du nanogramme par ml, voire du picogramme par ml pour certaines, pour les hormones, pour l'estradiol, à des concentrations qui correspondent à celles qu'on va retrouver avec les polluants environnementaux. Et de fait, il existe des effets des faibles doses. Ces effets ont été répertoriés, notamment dans cette revue de la littérature conduite par Laura Vandenberg il y a déjà quelques années, qui a répertorié, décidément, excusez-moi, qui a répertorié les effets chez l'animal, mais aussi chez l'homme, des doses faibles. Ces doses faibles, qu'est-ce que c'est? C'est des doses qui correspondent à une exposition typique chez l'homme, comme celle qu'on vient de voir dans Esteban, ou des doses qui correspondent à une dose qui est inférieure à la NOAEL ou à la DJA, qui est la dose journalière admissible, la dose définie réglementairement par l'Union européenne comme considérée comme sûre. On a un exemple ici, par exemple, ici vous avez un exemple ici d'étude chez l'animal, c'est à droite, là, la figure en bleu, qui concerne
l'évolution des tumeurs mammaires chez des souris à différentes doses de BPA. En ordonnée, vous avez la réponse. En abscisse, vous avez la dose. Et on voit qu'aux plus faibles doses, c'est-à-dire sur la figure à 25 et à 2,5, on a des effets qui sont plus marqués qu'à la dose de 250, qui est la dose considérée comme dose de référence par les autorités américaines en l'occurrence. Et on a, si on regarde la ligne qui relie les différentes barres, on a ici une courbe de type dose-réponse qu'on appelle une courbe non monotone qui décrit donc des effets plus importants à des faibles doses qu'à des fortes doses. Et cette courbe, elle est très différente de la courbe que vous voyez en bas, la courbe sigmoïde classique qu'on retrouve en toxicologie de manière classique. Deuxième point très important, c'est la toxicologie des cocktails. On n'est pas exposé à un seul polluant. L'exposition humaine aux produits chimiques est chronique. Elle se fait à une multitude de substances présentes, chacune à faible dose, et on peut avoir des effets qui pourraient être des effets synergiques, comme ce qui est représenté ici sur cette figure. Vous avez en mauve les effets de l'éthénylestradiol tout seul sur un récepteur qui s'appelle le Pregnan X réceptor. Vous avez en bleu l'effet du transnonachlore, qui est un pesticide. Donc si on avait un effet simplement additif, on aurait la courbe pointillée en rouge. Or, ce que l'on observe expérimentalement, c'est la courbe en bleu foncé avec les triangles qui montre qu'on a en fait un effet synergique. Donc, in vivo, on pourrait avoir ce type d'interaction lorsqu'on est en présence de plusieurs polluants. Donc, en fait, réaliser des expérimentations sur ces cocktails, c'est un défi conceptuel et méthodologique très important, car c'est impossible de tester toutes les combinaisons possibles. Et donc, l'idée, c'est de réaliser des approches avec des mélanges typiques. Nous, on a un projet comme ça, un projet de recherche, où on va étudier les effets sur la fertilité d'un bisphénol combiné à un phtalate, un pesticide et de l'éthénylestradiol, et aussi un dérivé perfluoré. L'autre voie, c'est d'utiliser des approches mécanistiques. Il faut aussi que la toxicologie s'intéresse aux cibles vulnérables. Les premiers stades de la vie, de la conception à l'âge de 2 ans, représentent des fenêtres critiques de croissance et de développement qui sont caractérisées par la maturation et la programmation des voies neuronales, métaboliques et immunitaires. On a aussi, pendant cette période, bien sûr, une immaturité des voies d'élimination qui favorise la permanence forcément des polluants. De plus, il est bien reconnu qu'il y a un rôle divergent des hormones en fonction de la période d'exposition. Pendant les périodes critiques du développement, les hormones ont des effets organisationnels et les expositions pendant cette période peuvent induire des altérations qui peuvent être permanentes de la différenciation cellulaire. Et il faut aussi que la toxicologie s'intéresse au temps long, en lien ceci avec les cibles vulnérables. Ça, c'est soutenu par le concept de DOAD. DOAD, c'est pour l'origine développementale de la santé et des maladies. Ces aspects de DOAD sont de mieux en mieux compris. Et il y a un nombre d'études croissants qui démontrent que des perturbations survenues au cours du développement précoce contribuent aux maladies qui se manifestent plus tard dans la vie. Et l'hypothèse DOAD reconnaît la longue latence des effets, en particulier ceux des perturbateurs endocriniens, en programmant des fonctions métaboliques et autres. Alors il y a depuis quelques années un nombre important d'études épidémiologiques qui sont de haute qualité, qui montrent l'impact de l'exposition aux polluants sur la programmation des voies neuronales, par exemple. Il y a une étude très, très convaincante sur le lien entre exposition de la mère aux parabènes et troubles de l'attention chez l'enfant aux États-Unis. Le troisième enjeu, c'est bien sûr que ces
ces polluants ont des effets sur la santé. Ça a été bien défini dès 2012 pour les perturbateurs endocriniens par l'OMS. On distingue ici 4 grandes classes de systèmes qui peuvent être affectés par ces perturbateurs endocriniens. Système reproductif avec des problèmes d'endométriose, de cryptorchidie, d'hypospade, une infertilité. Le système nerveux peut être également atteint avec des déficits neurocomportementaux de type autisme, troubles de l'attention, hyperactivité. Le système métabolique avec l'obésité, le diabète, pouvant générer un infarctus du myocarde ou de l'hypertension artérielle. Et enfin, bien sûr, la constitution des cancers, avec notamment les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde. Donc ça, c'est déjà assez ancien. Il y a d'autres exemples anciens qui sont des exemples emblématiques. Vous avez le cas du DDT. Donc c'est un pesticide qui n'est plus utilisé depuis déjà de nombreuses années, qu'on retrouve malgré tout dans l'environnement en raison de sa rémanence. Et donc, dans cette étude, un lien a été mis en évidence entre l'exposition pendant la grossesse et la survenue de cancer du sein 50 ans plus tard. Vous voyez, ça s'appelle la Child Health and Development Study. Ça concerne plus de 20 000 grossesses, 9 300 enfants de sexe féminin qui sont suivis pendant plus de 50 ans. Et donc, les résultats de cette étude montrent que les femmes qui étaient exposées in utero à la concentration de DDT la plus importante, dans le 4e quartile, ont 50 ans plus tard un risque significativement 4 fois plus élevé de développer un cancer du sein. Donc ce que montre cette étude aussi, c'est que finalement constituer un dossier solide démontrant que les expositions sont nocives nécessite des décennies d'études. On peut se poser la question si c'est vraiment acceptable. Autre exemple emblématique, c'est le cas de la chlordécone, que vous connaissez, j'imagine. La chlordécone, c'est un pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Et donc, cette étude a mis en évidence un lien entre exposition à la chlordécone chez les sujets mâles et cancer de la prostate chez les sujets qui étaient les plus exposés. Donc ça, c'était les exemples un peu historiques, emblématiques, mais il y a des données qui sont plus récentes. Le corpus de données, finalement, commence à s'accumuler. Vous avez notamment, en 2021, l'expertise de l'INSERM sur la santé par les pesticides, qui a notamment identifié une présomption forte d'un lien entre troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant et exposition des mères pendant la grossesse aux insecticides, qu'ils soient organophosphorés ou pyrétrénoïdes. Ils ont retrouvé, bien sûr, le lien entre cancer de la prostate et chlordécone, avec une présomption forte, et puis un risque accru de lymphome non-hodgkinien avec le glyphosate, avec un risque de présomption moyenne. Donc ça, c'était pour la population générale, mais vous avez bien entendu le milieu professionnel avec une présomption forte entre exposition aux pesticides et risque de lymphome, de myélome multiple, de cancer de la prostate, de maladie de Parkinson, de troubles cognitifs, de BPCO et de bronchite. D'autres données récentes, 2020, publiées dans un journal qui s'appelle le Lancet Diabetes Endocrinology, dans un bon journal. Les auteurs ont fait le point sur les données disponibles à un temps donné, en 2020, et ont montré qu'il y avait des preuves solides pour établir un lien entre exposition aux dérivés perfluorés, les fameux PFAS, et différentes pathologies de type obésité de l'enfant et de l'adulte, intolérance au glucose, diabète gestationnel, réduction du poids à la naissance. Même chose pour les bisphénols, avec un lien avec le diabète de l'adulte, la diminution de la qualité du sperme et les syndromes des ovaires polykystiques. Même chose pour les phtalates, avec un lien avec la prématurité, la réduction de la distance anogénitale chez les garçons, ça c'est assez classique, et l'obésité infantile et l'intolérance au glucose. Et puis, les auteurs soulignent que les preuves continuent à s'accumuler concernant les déficits cognitifs et troubles de l'attention chez l'enfant suite à une exposition, que ce soit au bisphénol A, aux pesticides organophosphorés
et aux retardateurs de flammes polybromés. Voilà, pour conclure sur cette présentation, donc la santé environnementale, on a vu qu'elle s'appuyait sur les déterminants de santé au sens large et que ces déterminants pouvaient être modifiables. On a évoqué quelques enjeux liés à la santé environnementale, notamment le problème de l'exposition de la population, une toxicologie qui doit évoluer et des données sur le lien entre exposition environnementale et effets sanitaires qui s'accumulent. Voilà, pour finir, je voudrais vous remercier de votre attention. Je voudrais remercier aussi les membres de mon équipe de recherche, qui est l'équipe IES. Donc, notre thématique de recherche, c'est comment promouvoir un exposome favorable à la santé. Vous voyez qu'on est une équipe pluridisciplinaire qui fait appel à l'épidémiologie, la chimie, l'hygiène, la pharmacie, la santé pub, la toxico, la prévention et la promotion de la santé. On s'appuie sur des plateformes, notamment une plateforme qui est très originale qui s'appelle La Vie, la Santé, qui est un lieu dans lequel on peut faire de la prévention et de la promotion de la santé environnementale. Et puis, en dehors de ces actions de recherche, on mène aussi plusieurs actions pédagogiques. On a notamment lancé en 2018 un séminaire qui s'appelle le séminaire HappyDoc, qui est destiné aux étudiants en santé, en deuxième année. Pendant 3 jours, ils ont une sensibilisation aux aspects liés à la santé environnementale, mais aussi à l'activité physique, la nutrition. Depuis 2018, on a aussi intégré la santé environnementale dans le service sanitaire. Et puis, depuis 2018, on a mis aussi en place un DIU, qui est le DIU de santé environnementale, qui s'adresse aux professionnels de santé. Ça se passe avec l'Université de Bordeaux. Et toujours avec l'Université de Bordeaux, on a mis en place, en 2022, un MOOC santé environnementale, qui s'adresse également aux professionnels de santé qui veulent se former à cette santé environnementale. Je vous remercie.